Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau top 7 des séquences les plus mythiques de la saga. Alors je tiens à préciser quelque chose tout de suite, comme pour la dernière fois, naturellement ce classement il m'est personnel. Peut-être serons-nous d'accord ensemble, peu importe, l'essentiel c'est de pouvoir en débattre, éventuellement de partager des points de vue. Je tiens aussi à préciser que j'ai pris volontairement le parti de ne sélectionner que 26 films de la saga, à savoir les 25 films de Eon Productions, plus Jamais plus jamais produits par Orion Pictures. J'ai mis volontairement de côté Casino Royale 67 qui ne répond à aucun critère, ni sur le fond, ni sur la forme. Alors certains pousseront naturellement des cris d'orfraie, mais ça, peu importe, Casino Royale pour moi, en version 67, ne correspond absolument pas aux critères d'un James Bond dit classique. Une autre chose aussi, c'est, vous le savez, la saga existe depuis 60 ans, de 1962 jusqu'au dernier film qui est sorti en 2021. Le côté mythique, les séquences emblématiques, après tout, ce sont un ensemble de codes qui n'appartiennent qu'à la saga James Bond. Alors effectivement, oui c'est vrai, la saga James Bond a pu s'inspirer des grandes tendances du cinéma, comme le cinéma d'aventure, le cinéma d'action, le cinéma d'espionnage naturellement, mais aussi parfois le cinéma policier, voire la science-fiction. Après, on pourra toujours débattre de savoir si Moonraker est un film de science-fiction, ou comme le disait Cubi Broccoli, simplement un film prenant comme thème la science factuelle. Bon, le débat n'est pas là ce soir. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces séquences mythiques, elles ont imprégné l'imaginaire collectif et la culture populaire. Alors, culture populaire, dans cette définition-là, il n'y a absolument rien de péjoratif. Certains membres de l'intelligentsia ont tenté de nous faire croire que c'était quelque chose de pas beau, de pas bien, que c'était pour la populace, etc. Non, rien du tout. Justement, la culture populaire permet justement de créer des codes qui soient identifiables par le plus grand nombre, voire par la totalité de la population. Et c'est quelque chose pour moi qui a énormément de valeur. Et au-delà de cette notion de culture populaire, ça renvoie naturellement à la dimension mythologique, mythique, et plutôt du mythe qu'est devenu James Bond. Le mythe dans sa définition à la façon de Roland Barthes. C'est-à-dire que, comme le disait Barthes, le mythe est avant tout un langage. Et je pense que les James Bond répondent pleinement à ce critère-là. Parce que, justement, les James Bond ont leur propre code qui n'appartiennent qu'à eux. Et justement, dans le monde du cinéma, il y a différents types de films, mais le James Bond film, je le pense, est devenu un style à part entière. Alors ces codes, vous les connaissez tous, c'est naturellement le jingle de James Bond, composé par Monty Norman et par John Barry, c'est naturellement le Gun Barrel, mais c'est aussi les génériques de Maurice Binder, c'est les décors plus grands que nature, c'est des méchants là aussi plus grands que nature, avec des plans complètement barrés qui visent souvent à dominer le monde, etc. Bon, même si cette tendance-là a un petit peu disparu depuis les derniers films, on est revenu à quelque chose de plus réaliste, mais c'est justement ce qui caractérise les James Bond, quelque chose qu'on ne trouve que rarement autre part. Et c'est ça justement qui crée la richesse de James Bond. Après, je ne dis pas que les James Bond et le personnage de James Bond est mythologique, mais je pense que d'une certaine manière, il est mythique, et en particulier ces codes-là ont été mis en place durant, on va dire, les 10 premières années, et en particulier durant les 4 premiers films. Alors, le classement de ces scènes mythiques, comme je l'ai dit, vous serez peut-être d'accord avec moi, mais toujours est-il que c'est un classement qui m'appartient, et je pense que les scènes que je vais évoquer ce soir, ben je pense que ça reflète bien un petit peu ce que doit être un James Bond, ce qu'est un James Bond, et finalement la raison pour laquelle on est tous devenus fans, et raison pour laquelle le grand public a toujours globalement adhéré à cette saga qui dure depuis 60 ans. Alors, c'est vrai que le classement n'est pas forcément évident, parce que faire une sélection parmi 26 films de scènes qui ont marqué l'imaginaire collectif, la culture populaire, etc., c'est vrai que dès l'abord, je me suis un petit peu gratté la tête, mais je pense que j'ai réussi à trouver un bon compromis, et je vous soumets tout de suite mon numéro 7 de ce classement. Alors, pour ce numéro 7, j'ai choisi volontairement une scène qui restera sans doute dans les annales, même si pour le moment, je pense que la postérité n'a pas encore fait son travail, et la mort de Bond dans Mourir peut attendre. Alors effectivement, c'est une volonté de la production, des réalisateurs, de l'acteur Daniel Craig, de vouloir casser complètement les codes de la saga, le mythe. Ça n'empêchera pas la saga de continuer de se poursuivre, j'en suis convaincu. Et c'est vrai que cette scène-là, elle peut désappointer les fans, le grand public, etc. Mais je pense que dans les années à venir, elle restera comme une scène mythique. Après, peut-être partagerez-vous mon point de vue ou pas.
Là aussi, occasion d'en débattre, etc. Je pense que pour l'instant, la postérité n'a pas fait son œuvre, mais je pense qu'elle deviendra rapidement une des scènes emblématiques de la saga. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to, raise the limit? I have no objection. Pour mon numéro 6, naturellement, j'ai choisi l'introduction dans Dr. No par Sean Connery, je m'appelle Bond, James Bond. Alors là aussi, ça fait partie des codes de la saga. C'est la première fois que cette réplique était prononcée. Elle a été prononcée peu ou prou dans tous les films de la saga. Et je pense qu'elle marque aussi un des gros codes de la saga. Je pense que n'importe quel spectateur, n'importe quel fan s'attend à cette réplique-là. Et je pense que c'est ce qui a imprégné un petit peu la culture populaire, de sorte que le nom, qui est répété 2 fois, reste dans l'imaginaire collectif et ont marqué les fans. Après, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu neuneux de répéter 2 fois son nom, mais je veux dire, bon, bah, c'est comme ça, voilà. Et ça fait partie pleinement des codes. Et comme tout à l'heure, j'évoquais les codes, certains journalistes ont souvent reproché à la saga que James Bond, ça soit un petit peu toujours la même histoire. Mais justement, c'est ce qui crée cette unité, et c'est justement ce qui a fait de nous, fans que vous êtes, fans que je suis, etc. Ce qui est appréciable dans cette saga, c'est que finalement, on n'est jamais vraiment dépaysé, sauf exception de mon numéro 7, avec la mort de Bond dont je parlais tout à l'heure. Et justement, cette richesse vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette unité. Can you swim? Alors, pour mon numéro 5, tiens, j'ai choisi une séquence de L'espion qui m'aimait en 1977, même si le concept de voiture gadget n'était pas nouveau, il était déjà apparu dans Goldfinger en 1964, L'espion qui m'aimait marque une des séquences emblématiques du film, parce qu'on s'attend à tout, sauf au fait que la voiture se transforme en sous-marin. Bon, après, je ne reviendrai pas sur les qualités intrinsèques de la scène, qui est d'excellente facture, montée par John Glenn, réalisée par Ernest Day, scénarisée par Christopher Wood, etc. Je veux dire, voilà, c'est vraiment ce qui caractérise selon moi le film, c'est cette scène totalement imprévue, où finalement il y a une très belle poursuite, etc. On s'attend à tout quelque part, sauf au fait que la voiture se transforme en sous-marin. Alors effectivement, oui, la Aston Martin en 64 était équipée de béliers, de systèmes qui permettaient de crever les roues, etc. Je veux dire, voilà, c'était très novateur en 64, mais je pense que ça l'est aussi en 77, par le côté vraiment... par cette capacité, quelque part, à surprendre le spectateur et à faire quelque chose très dans l'air du temps, etc., avec une voiture, pour le coup, qui bénéficie d'un design absolument exceptionnel. Et je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait et le live qu'on avait fait concernant la spéciale voiture. C'est vrai que la Lotus Esprit a un design absolument spectaculaire. C'était le cas en 1977, mais c'est encore le cas, je pense, encore aujourd'hui. You made a mistake, my friend. No astronaut would enter the capsule carrying his air conditioner. Remove his helmet. James Bond. Allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong. Yes, this is my second life. Pour mon numéro 4, j'ai choisi, alors là, une scène emblématique, forcément, elle est la présentation de Blofeld au grand public. Alors, Blofeld, il était apparu dans Mon musée de Russie, on ne voyait pas son visage, il était apparu dans Opération Tonnerre, et enfin, dans Onique de Foix, on découvre le visage de Blofeld. Alors là, c'est très bien amené, c'est très bien réalisé, parce qu'on a Hans devant son visage, etc. Et je veux dire, on découvre ce Blofeld-là, chauve, avec une balafre sur le visage, etc. Concept qui sera repris dans Spectre avec Daniel Craig, de manière très différente. Et je veux dire, je pense que ça a marqué, je pense, une génération entière de cinéphiles. D'ailleurs, j'aime à croire que finalement, si les parodies de James Bond qui apparaissent régulièrement sur les écrans, etc., reprennent souvent ce code-là, c'est qu'il n'a pas laissé le grand public indifférent. Je veux dire, je vous renvoie à Austin Powers, réalisé et en tant qu'acteur et scénarisé par Mike Myers,
Mike Myers, acteur britannico-canadien, grand fan de James Bond, a pris quasiment tous les codes de la saga, notamment le physique de Blofeld, avec son col Mao, avec sa cicatrice sur le visage, etc., avec cette manière un peu particulière de s'exprimer, ce côté machiavélique, ce côté héros plus grand que nature, etc. Et je pense que la première présentation de Blofeld dans la saga est une scène emblématique qui a marqué des générations entières de spectateurs et de fans. Pour mon numéro 3, j'ai choisi le pré-générique d'Octopussy dans sa globalité et en particulier l'apparition de l'Acrostar Jet. Alors là, en 1983, bon, on avait eu déjà des surprises dans les James Bond. On savait que, en termes de gadgets, tout pouvait être faisable, etc. Mais le fait justement que Bond rentre dans ce van, que l'arrière du van se relève, etc., que le cul du cheval se relève aussi, et qu'on voit apparaître un mini-avion dont le bec se relève, dont les ailes se déploient, etc., c'est probablement un morceau de bravoure absolument exceptionnel. Et c'est vrai que l'idée qui n'était pas propre à Octopussy, qui devait apparaître dès Moonraker, est vraiment quelque chose qui, pour moi, là aussi a marqué les spectateurs, qui a cette volonté vraiment de marquer l'imaginaire collectif. Et je pense que beaucoup de fans apprécient cette séquence. Après, bon, c'est vrai qu'en termes de discrétion, on peut toujours discuter sur le fait que l'Union Jack apparaisse sur les ailes de l'avion, sur la queue de l'avion, etc. Mais je veux dire, ça reste pour moi probablement une des meilleures séquences d'un James Bond, mais surtout vraiment marquante au niveau de l'image qu'elle renvoie et de ce côté, voilà, encore une fois, les James Bond, c'est fun, en particulier dans les années 80. Je veux dire, c'est bien intégré, c'est bien foutu. Je veux dire, ça tombe fort à propos, c'est pas décalé. Vraiment, voilà, ça se prête bien et ça marque profondément l'imaginaire collectif. Pour mon numéro 2, ben, un petit peu à l'instar de Octopussy dont je parlais tout à l'heure, je veux dire, bon, la fin du pré-générique de L'espion qui m'aimait, Bond saute dans le vide, on sait qu'il a un parachute, mais je veux dire, voilà, la surprise, elle vient surtout de l'apparition du parachute qui est aux couleurs du Royaume-Uni. Je veux dire, voilà, avec l'apparition du thème principal, etc. Je veux dire, voilà, ça c'est vraiment une image qui a dû marquer le public en 1977. Après, L'espion qui m'aimait regorge de ce genre de clichés, de ce genre de scènes qui marquent durablement l'esprit du public, mais je pense que la fin du pré-générique est vraiment la séquence la plus emblématique. Je veux dire, on aurait pu choisir d'autres scènes, effectivement, j'aurais pu parler de l'homme au pistolet d'or avec la vrille à 360 degrés, etc. Tout ça, ça fait partie des images bondiennes marquantes, mais je veux dire, en ce qui concerne L'espion qui m'aimait, vraiment, je pense que c'est là. Je ne dirais pas que c'est la réussite absolue, mais disons que c'est une réussite quasiment totale. Jill?
Et pour mon numéro 1, j'ai choisi naturellement et quelque part un petit peu sans surprise la découverte du corps de Jim Masterson dans Goldfinger, qui est probablement la scène qui a marqué, je pense, le plus des générations entières de cinéphiles et de fans de James Bond. C'est vraiment la scène qui représente le mieux ce que peut être un James Bond dans son côté très travaillé graphiquement. Cette scène-là, d'ailleurs, est reprise sur l'affiche du film. C'est vraiment ce qui marque le plus dans le film. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle fut aussi reprise sous forme d'hommage dans Quantum of Solace au moment où Bond découvre le corps de l'agent Fels recouvert de pétrole. Voilà. Si on doit garder une scène vraiment emblématique de ce que est un James Bond, de ce que véhicule comme message un James Bond, c'est typiquement ce genre de scène, parce que ça prouve bien, encore une fois, le côté très original, le côté très fun, le côté où, finalement, on n'est pas dans un film lambda, on n'est pas dans un film comme les autres. Il y a besoin vraiment de faire, même jusqu'à des morts, qui restent mémorables pour le grand public. Voilà. Cette scène-là, bon, c'est vrai que c'est pas forcément, à titre personnel, une de mes scènes préférées, mais c'est, selon moi, celle qui marque le plus le spectateur. Après, bon, voilà, vous serez peut-être d'accord avec moi pour ce classement, enfin, que j'ai essayé de vous présenter ce soir. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Voilà. Donc je pense qu'on a fait rapidement, en l'espace de 15 à 16 minutes, le tour des séquences les plus mythiques de la saga James Bond. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.